donc je vais continuer la lecture du livre 1. Je pense que ça devrait tenir sur une dernière vidéo. Alors, je reprends un tout petit peu au-dessus. Donc, un homme barbu de taille moyenne, assez corpulent, parlait assez fort, avec animation de son entreprise qui prenait forme. Je ne pouvais détacher mes yeux de lui, de son entrain. Il était tel l'homme de l'année. Me remarquant à son tour, il termina son appel et s'avança vers moi, se présentant poliment, m'exposa son projet. Il montait une boîte de garde du corps dans le sud et cherchait des hommes et femmes à poil. J'étais donc, en moins de 2 minutes, devenue une candidate idéale. 1 minute de moins encore et j'étais embauchée avec un avenir prometteur de futur associé. À cette seconde même, ma vie prenait un énième tournant loin d'être serein. Encore une fois, je me laissais bouffer, entourloupée, très loin de me douter du poteau rose flagrant pourtant. J'en parlais à mon père, qui me fit remarquer que je n'avais rien que des mots et que j'allais descendre les mains dans les poches. Ma réponse, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais je descends quand même. Il n'insista pas. Fuir encore et toujours. Tout aussi farfelue, ma mère, quand elle l'apprit, m'envoya voir son psy d'époque en urgence. Je fus donc reçue par un psychiatre d'un certain âge, me poussant dans mes retranchements, me prenant pour une demeurée, ne voyant rien de mes souffrances bien évidemment, faillit se prendre son bureau en pleine face. Il avait réussi à me sortir de mes gonds et pour faire taire ses balivernes, j'avais fini par me lever empoignant son bureau et bourré d'adrénaline, le soulevait menaçante. De suite, il m'apaisa par geste et je me rassis. Rappelant ma mère de la salle d'attente, il lui expliqua que j'étais très intelligente, autodidacte et que si je voulais tenter l'aventure, il fallait me laisser faire et me foutre la paix. Quelque part, aujourd'hui, je me dis qu'il avait compris que j'étais sous son emprise et qu'il m'aidait à m'en éloigner. C'est tout ce qu'il a pu établir à son niveau, ne se doutant pas d'un poil de l'atrocité de la vérité. C'est ainsi que je me retrouvais dans le train en direction du sud, sans un contrat, sans logement, avec 400 francs en poche. J'étais dans la merde et je le savais. Mais j'étais libre, donc heureuse. La merde qui suivit fut celle-ci. Arrivé sur place, il me proposa de loger chez lui, où déjà un de ses associés logeait. Ce qui était censé me rassurer. Je trouvai la solution adéquate et m'y risqua. Volontaire, je l'accompagnai dans ses déplacements. Que des faux-semblants, rien de concret. À l'époque, j'étais incapable de m'en rendre compte. De ce séjour de 2 mois dans le sud, je retiens, bien évidemment, 2 agressions sexuelles supplémentaires encore. La première fut que son associé tenta un soir d'abuser de moi. Blond, grand, maigre, la quarantaine, il était extrêmement laid. Son approche fut maladroite et je pus ainsi me défendre de lui. Après quoi, il était hors de question que je reste entre ses murs. J'appelais Harry, un autre futur associé de mon âge cette fois, sur qui j'aimais poser mes yeux. Ne faisant ni une ni deux, il vint me chercher et m'emmena dans sa camionnette jaune. Lui aussi aimait poser ses yeux sur moi. Ainsi, le chevalier, sauvant sa princesse du cruel ogre, l'embrassa. Ce fut mon premier. Une première fois cruelle. Lors de notre premier rapport, ce qui devait être mon dépucelage ne le fut pas. Aucune douleur, ni de tiraillement, ni de sang, rien, nada, niet. Harry m'insulta. Tout y passa. Salope, pute, menteuse, chienne, connasse, et des claques. Nous étions nus, lui au-dessus de moi. Je ne comprenais rien. J'avais pris la décision de m'offrir à lui tout entière et il m'insultait.
Je pleurais, j'hurlais, je jurais. Il avait tort. Non, rien de ce qu'il m'accusait ne me concernait. Devant ma sincérité accablante, il douta. Il partit se laver, me laissant là, dans une incompréhension totale. Sous le choc, sale, je me sentais très sale. Je ne savais rien du pourquoi, du comment. On se promit de se revoir, je lui rendis sa gourmette. Rendez-vous fut pris aux États-Unis, à Miami, lieu de sa résidence. Je rentrai à Paris pleine d'espoir. Fuir, ouais. Mes parents furent bien obligés, devant mon enthousiasme, d'acheter mes billets d'avion. Malgré tout, il restait l'homme de ma vie, mon premier. La veille de mon départ, je fêtais ma victoire en boîte de nuit. Mes valises étaient prêtes, je rentrais à 5 heures du matin. Une douche et direction l'aéroport. Mais non. Ma mère m'attendait. Elle m'expliqua qu'Harry avait téléphoné, que je ne devais pas venir, que son père était contre. Je ne saurai jamais si ma mère a inventé cette histoire pour me retenir entre ses griffes, mais je ne peux y croire. C'est étrange qu'il ait parlé à elle et non à moi, et puis à la dernière minute. Dans tous les cas, je me retrouvais seule, telle une veuve, et entrais en dépression. Mes parents ne prêtèrent guère attention à hauteur de mon chagrin. Je me noyais. Ma descente aux enfers continua. Peu de temps après, je me retrouvais sur le quai du RER B. Je voulais me changer les idées, remonter à la surface. Sur le quai, je pleurais, silencieuse, les larmes creusant inlassablement mon visage. J'avais tout juste 19 ans. Quand un homme m'interpella, il ne ressemblait à rien, un pourri de chez pourri. Il avait les traits d'une personne étrangère, mi-orient, mi-gitan, la quarantaine, les cheveux noirs bouclés, plaqués au gel. Il portait un pull de couleur marine sur un jean avec une chaîne en argent autour de son cou. Il me demanda si j'allais bien, pourquoi je pleurais ainsi, une si jolie fille, quel dommage. Dans un premier temps, je lui demandai de s'en aller, de me laisser. Je sentais bien qu'il était mauvais de répondre à cet homme. Mais il insista tant que je finis par me confier. Sur le quai, il n'y avait plus que lui et moi. J'étais dans un brouillard infini. J'étais molle, fatiguée, je ne pensais plus. Je mourais. Je voulais mourir, je voulais en finir. Je lui racontais mon premier, ma déception, son abandon. Je lui ouvrais grand la porte pour qu'il me détruise à jamais, et c'est ce qu'il fit. Il m'écouta, me réconforta, me proposa sa bouteille d'eau, et je bus. Je bus longuement cette eau, une eau bienfaisante qui me berçait au plus profond de moi. Et puis il me convainquit qu'il avait des pouvoirs, qu'il pouvait, si je le souhaitais fortement, faire revenir l'élu de mon cœur, même s'il était à l'étranger si loin de moi. J'étais hypnotisée par ses paroles, je ne voyais que ses lèvres les prononcer. Il me proposa de venir à son appartement, à voix basse comme un secret, car il n'offrait cette opportunité que rarement. C'était un cadeau qu'il me faisait parce que je le méritais. Mi-inconsciente, j'acceptais. Un RER arriva, il m'aida à monter dedans, m'assit et me proposa à nouveau son eau, que je bus encore. J'avais soif. Les yeux mi-clos, j'assista à une scène qui, bien qu'elle m'envoyât un signal d'alarme, je n'y fis. Une petite jeune femme aux longs cheveux bouclés, habillée de toutes couleurs, la peau mate, s'en prit à lui. Elle lui demanda ce qu'il foutait encore, qui j'étais. Je le vis me regarder, me surveiller plutôt, et comme je devais avoir l'air de suivre leur conversation, ils se mirent à parler dans une langue que je ne connaissais pas. Ils s'insultaient, parlaient fort, très fort. Ma tête résonnait. Ma tête était remplie d'échos.
Et puis elle finit par s'asseoir et disparut de ma vue. Je me retrouvai seule avec lui. Il m'expliqua alors que l'on ne sortait pas de Paris, bien qu'il habitait plus loin, parce que sa voiture était garée proche du périphérique et qu'on allait la récupérer. Nous sortîmes donc à l'air libre. L'air frais du soir tombant me fit du bien. C'était comme une douche fraîche après un bain de soleil. Il m'agrippa le bras, me guidant, et me fit monter à sa droite, place passager, bouclant ma ceinture. Bercé par la voiture, par le rythme des lampadaires bordant la route, je m'endormis les yeux ouverts sur le ciel étoilé. Il me réveilla, nous étions bientôt arrivés à la maison. Et comme il était tard, nous allions faire quelques courses et dîner. Je lui répondis, eh ben oui, ébahi. Oui, pourquoi pas, ce serait bien. Dans le magasin, me tenant par la main tel un amoureux, il me demanda ce qui me ferait plaisir. Je me souviens qu'on avait pris des carottes râpées et une tarte aux pommes, entre autres. À la caisse, il ne me lâcha pas. Je tenais à peine debout. Et emporté par son comportement amoureux, moi-même je m'agrippais à lui. Pour ceux qui ont du mal à comprendre pourquoi j'étais avec lui en train de faire les courses, etc., complètement shooté, c'est simplement parce que l'eau que j'ai bu par 2 fois, il m'en proposera encore après, bien évidemment, toujours la même bouteille. Il y avait probablement dedans je sais plus comment on appelle ça, enfin une drogue quoi. Toujours dans le brouillard, je sentais que l'on me regardait, que l'on se demandait. La caissière elle-même me lança un regard insistant. Je lui souris. J'allais quoi? Il me mange ma page. Ah. 13. J'allais mourir et j'étais heureuse. Un peu d'eau, bien évidemment, et nous reprîmes la route. Arrivé chez lui, il m'installa sur une chaise, me proposant de regarder la télévision pendant qu'il préparait à manger. L'on tambironna à la porte. Il ouvra. La jeune femme réapparut. Elle lui cria qu'il n'avait pas le droit, qu'il ne devait pas recommencer, qu'il devait me laisser repartir. Elle tendait les bras vers moi. Dans ses yeux, elle me suppliait de réagir. J'aurais voulu. Je me sentais gagnée par une panique, une incompréhension comme si je me réveillais après un sommeil comateux. Il ne la laissa pas entrer. La bousculant, il ferma sa porte, la verrouilla, me regardant tout sourire. S'excusant que son lieu d'habitation n'était pas de tourpeau et que le danger guettait, je le regardais tourner la clé. À partir de ce moment-là, je sus que c'était fini. Aïe, 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 aïe. Ne perdant pas de temps, il m'apporta à manger. Je mangeais. Lui, non, il n'avait pas très faim. Mon engourdissement s'accentua encore. Je ne savais plus où j'étais, qui il était. Il me proposa de s'allonger sur son lit, car j'avais l'air très fatigué, disait-il. Tout habillé, il m'aida à m'allonger. Puis il me proposa d'enlever mon sweat et mon pantalon, car j'étais partie pour faire un gros dodo. Qu'il ne me ferait pas de mal, que je pouvais avoir confiance, disait-il. Là, je refusais. Alors il le fit lui-même, et je me rendis compte qu'il devait me porter pour me déshabiller. Je ne pouvais plus bouger mes membres. Toute force m'avait définitivement quittée. Seul mon cerveau continuait à lutter, m'envoyant sans relâche des signaux d'alarme. Je m'endormis malgré moi. Tic-tac, 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 tic-tac. Au fond de mon profond sommeil, je sentis que je cherchais à rejeter quelque chose qui ne devait pas être là. Cette chose était à l'intérieur de moi, en bas.
Me battant contre ce cauchemar, je finis par immerger. D'un seul coup, j'ouvris mes yeux tout en hurlant de terreur. Oh. Allongé sur le dos, jambes relevées, cet homme m'avait pénétré. Il me violait. Je me défendis, recouvrant mes forces, le frappant, le griffant. Il intervint de suite face à cette rébellion. Sans lâcher prise, il me désigna un guéridon sur lequel reposait une arme à feu type Magnum et me dit « Tu vois ça, si tu fais pas ce que je te dis, c'est pour toi. » Sous le choc, la peur, je reprenais mes esprits. Et j'étais emprisonné, fait comme un rat. Il vit que j'avais compris et enchaîna. Maintenant, tu vas faire tout ce que je te demande et apprécier à voix haute. Je veux que tu dises oui, encore, oui, plus fort. Mais ne t'inquiète pas pour les cochonneries, regarde. J'ai mis un préservatif, dit-il souriant tout en le faisant claquer. Alors j'hurlais. Oui, encore, plus fort, obéissant à chacune de ses directives. Je relevai les jambes, je me mis en chien de fusil, je me mis en levrette. Je ravalais mon vomi. Il me touchait, me malaxait mes seins, me tirait mes cheveux, me claquait mes fesses. J'avais mal, très mal. Je ne voulais pas. Il forçait. Déchirement, trahison, explosion, mutilation, mort. Je tombais dans les pommes. Je ne fus pas consciente de la fin. Quand j'ouvrais à nouveau les yeux, il dormait. J'aurais pu m'enfuir, mais j'avais peur de le réveiller et que tout recommence. Alors je me mise à pleurer, retenant mes larmes et respirations. Ne pas faire de bruit, ne pas bouger. Pas un frémissement, pas un souffle. Garder mes yeux fermés. Puis il se réveilla, se leva et partit prendre sa douche. À son retour, il me proposa la salle de bain. Je me levai tel un automate. Je fis couler l'eau. Une eau brûlante. Prenant le savon, je me lavais. Je me briquais avec mes ongles. Ce corps sali. J'aurais voulu me noyer sous cette eau. Mais non, je m'habillais. Là, je lui dis... Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Me tuer? Je suis prête. Il m'amena à une gare RER. Sur le chemin, il m'ordonna de mettre les mains sur mon visage afin de cacher ma vue, ce que je fis. Il me proposa de s'arrêter à un distributeur pour me payer la somme de 3000 francs. Je refusai. Il était tôt, très tôt. Il me laissa là, penaud. J'attendis que le premier train de la journée prenne son service. Le quai était désert. Sur le trajet de retour, je libérais mes larmes. Je demandais pourquoi. Je n'eus aucune réponse. Le wagon se remplissant au fur et à mesure, une dame se trouva assise en face de moi et me demanda si j'allais bien. Je lui souris en lui disant « Ce n'est rien, chagrin d'amour, il m'a plaqué ». Elle me rendit mon sourire du sien fataliste. Arrivé bientôt à ma gare finale, les bus n'avaient pas encore pris leur service. Je rentrai donc chez moi à pied. À proximité se trouvait le commissariat de ma ville. Devais-je y aller? Devais-je le dénoncer? Devais-je quoi? Rien, j'en savais rien, je ne savais pas. Alors je décidai de rentrer chez moi, et puis j'irai après. Quand je passai la porte d'entrée, mon père et ma mère vinrent à ma rencontre.
car je n'avais donné aucune nouvelle depuis la veille au soir, contrairement à mon habitude. Ils me demandèrent si j'allais bien, où est-ce que j'étais passée, blablabla, blablabla, blablabla. Mais là, il se passa un truc bizarre. Un truc qui m'empêcha de parler, de pleurer, de m'effondrer, de me soulager. Je vis dans le regard de ma génitrice qu'elle savait. Et sa bouche prit la forme d'un rictus qui voulait dire « Tu t'es fait prendre, hein, salope, alors ça t'a fait quoi, hein ?» Et mon géniteur, lui, je vis aussi qu'il savait qu'un truc m'était arrivé, mais il ne dit rien. Ses yeux s'humidifièrent et c'est tout. Il rejoignit sa chambre. Ah oui, et pour info, j'ai quel âge? J'ai 19 ans. Et ils font chambre séparée depuis mes 15 ans. Donc ça fait 4 ans. Ouais. Seule et dans le silence, je leur répondis que j'avais rencontré des copines et qu'on s'était fait un resto-boîte. Puis je rejoignis ma chambre. Ma génitrice me suivit 10 minutes après environ. Elle tenta de m'interroger. « Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose de grave. Tu veux en discuter? Tu veux m'expliquer ?» Qu'est-ce qu'elle voulait? Se délecter des détails? Elle voulait peut-être que je lui mime la scène. Elle puait d'envie de comprendre pour son propre bien. En aucun cas elle ne pensait à moi. Sur ce, je la rembarrai, elle s'en alla vexée. Je me levai pour aller voir mon père, essayer de trouver chez lui quelque réconfort, que lui prenne la démarche d'eux. Face à face, je ne dis mot et lui souhaita bonne nuit. Je voyais qu'il ne saurait agir face à cette situation. Lui aussi pleurait en silence. Je me couchais, fermant les yeux sur ces horreurs que je venais de vivre et leurs mensonges. Adieu, Delphine. Voilà, fin du livre 1. Ah bah, j'ai qu'une chose à dire. À vos commentaires. Et puis bah voilà quoi. J'ai plus qu'à écrire la suite. Il y en a encore à venir. Au revoir.